Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez fait le bon choix. Ce lundi 1er juin 2026, le Kenya célébrait le 63e anniversaire de son indépendance, jour appelé dans le pays Madaraka Day. C'est donc la fête nationale. Et à cette occasion, les festivités ont été délocalisées dans la ville de Wajiri, située dans le nord-est du pays, puisque la célébration de cette année a été placée sous le signe développement rural et intégration inclusive, développement inclusif. C'est donc quelque chose à saluer, puisque bien évidemment, beaucoup de pays connaissent des problèmes de concentrer les efforts de développement dans les capitales, alors que les provinces reculées vivent des situations très difficiles, des fois. Et donc, le président William Ruto, qui avait fait le déplacement à Wajiri, en a profité pour justement souligner l'importance du développement inclusif et de l'intégration rurale. Ça, c'est le point positif de cette journée. Mais ce n'est pas le point principal que nous voulons évoquer dans cette vidéo. Puisque le même jour, le président William Ruto a répondu aux critiques de son pays qui lui reprochent d'être à la solde des puissances étrangères. Vous le savez, le président Ruto a signé un accord avec les États-Unis d'Amérique concernant à installer dans son pays, le Kenya, dans le centre du pays, un centre de quarantaine destiné aux Américains qui seraient touchés par le virus d'Ebola. Vous savez, le virus d'Ebola qui sévit maintenant à l'est de la République démocratique du Congo. Quelques cas ont été également signalés en Ouganda voisin. Et donc, dans la crainte justement des gens qui seraient contaminés et situés sur le territoire des États-Unis d'Amérique, ces gens-là, selon l'accord signé entre les deux pays, devraient être placés en quarantaine, non pas aux États-Unis même, mais plutôt au Kenya. Et cet accord a été très fortement critiqué par non seulement l'opposition du pays, mais également par des activistes de la société civile qui accusent le président William Ruto de travailler à la solde des puissances étrangères et de vouloir trahir son pays en amenant, bien entendu, des misères. Vous comprenez que s'il y a des contaminations qui sont faites ailleurs, il ne devrait pas être amené au Kenya. C'est du moins l'avis de ceux qui manifestaient, de ceux qui ont pris la décision de protester, de manifester contre l'accord entre le président William Ruto et les États-Unis d'Amérique. Il faut que je souligne que la justice du Kenya a bloqué la mise en application de cet accord. Jusqu'à ce jour, la mise en place de ce centre de quarantaine n'est pas encore effective, puisque bien entendu, la justice s'y est mêlée. Et donc, il faudra attendre l'issue de cette bataille judiciaire qui s'engage. On ne sait pas si le président va faire appel. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à l'occasion de l'indépendance nationale, le président William Ruto a défendu cet accord en disant que ça rentrait dans le cadre des liens de coopération entre les deux pays. Bien entendu, c'est discutable. Là, c'est la politique interne au Kenya. Mais ça nous amène à un sujet qui pose une question cruciale. Est-ce que les pays africains sont réellement indépendants? Puisque justement, je prends l'exemple du Kenya. Le Kenya qui, à l'occasion même
de l'indépendance nationale, où on voit le président de la République, le chef de l'État, le chef des institutions, le magistrat suprême, défendre un accord qui stipule qu'on va importer une quelconque misère. C'est du moins l'avis des opposants kenyans, qui disent que si vous acceptez d'installer un centre de quarantaine pour des étrangers, c'est une trahison. Pour eux, moi, je ne veux pas aller dans ce sens. Mais pour des Kenyans, justement, ça, c'est une trahison. Et ça se fait, le président du Kenya défend cette position le jour même de l'indépendance nationale. Est-ce que les États-Unis d'Amérique accepteraient d'installer sur leur territoire un centre de quarantaine pour les Kenyans atteints d'Ebola, de COVID-19 ou j'en passe? Quand on essaie de raisonner dans le sens de la diplomatie, normalement, il faut y mettre une dose de réciprocité. Est-ce qu'il serait possible que ce que le Kenya a accepté de faire pour les États-Unis, il serait possible que les États-Unis acceptent de faire la même chose pour le Kenya? La question reste posée. Mais peut-être que la réponse est même dans la question. Bien évidemment, les États-Unis ne feront jamais une chose pareille. Pourquoi est-ce que le Kenya le fait alors? C'est se mettre dans une position de subordination. Et c'est ça justement que fustigent les protestants kenyans, les manifestants, qui n'acceptent pas une telle décision. Est-ce que le président va reculer? On verra, puisque la justice, justement, a pris la décision de bloquer la mise en pratique de cet accord. Mais nous, la question que nous posons, bien sûr, est-ce que les États africains sont réellement indépendants? Le Kenya a acquis son indépendance. Vous savez, le Kenya est une ancienne colonie britannique. Le Kenya a acquis son indépendance, bien entendu, le 1er juin 1963. Et le Kenya, normalement, est un pays prospère. C'est un pays bien situé géographiquement et même, on peut dire, géostratégiquement. Sur l'océan Indien, il y a un port important qui s'appelle Mombasa. Donc, c'est un pays, normalement, qui devrait imposer sa loi à tous ses partenaires. Quand vous avez une position comme celle du Kenya, vous pouvez imposer vos desiderata à tous les partenaires que vous avez. Ce n'est pas tous les pays qui sont aussi bien placés. Ne fût-ce que cela, c'est une richesse. Être sur une côte aussi importante où on voit passer, bien entendu, tout le commerce mondial possible, avec un port, je le disais, important, qui est le port de Mombasa. Le Kenya, normalement, fournit des marchandises à toute l'Afrique de l'Est. Il y a bien évidemment également la Tanzanie qui est aussi bien située. Et vous savez, il y a des pays enclavés dans cette région. Ça veut dire le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, et même l'Est de la République démocratique du Congo. Tous ces pays dépendent des ports kenyans ou tanzaniens. Et donc, le Kenya, normalement, a un atout majeur dans cette région. Et quand vous avez justement cet atout-là, ça devrait vous profiter également sur le plan de la diplomatie. Et c'est pour cela que les gens ne comprennent pas comment le président met son pays dans une position de faiblesse. Et donc, c'est pour cela que les gens vont debout pour protester contre cet accord signé par le président William Ruto. Mais ce que je voulais dire, c'est que le président William Ruto a défendu cet accord. Il a essayé de justifier cet accord le jour même de l'indépendance nationale.
Mais vous savez, comme nous sommes au Kenya, justement, il faut également parler d'autres actualités qui rentrent quand même dans le même cadre. Vous savez, il y a des manifestations montres qui ont eu lieu dernièrement au Kenya concernant la hausse des prix du carburant. Évidemment, il y a une crise mondiale et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, il y a une crise mondiale. Mais le Kenya figure parmi les pays qui ont plus haussé les prix du carburant. Et là, justement, aussi, les Kenyans ne comprennent pas. Il y a eu des manifestations pour cela. Et là, le gouvernement du président William Ruto a été obligé de reculer. Mais ce qui ne se comprend pas, justement, ce que ne comprennent pas le Kenya moyen, les Kenyans moyens, c'est que, par exemple, le prix à la pompe du diesel, de l'essence, est plus élevé au Kenya qu'en Ouganda. On dit que c'est le double. Alors que l'Ouganda dépend des ports kenyans, de Mombasa, ou des ports de la Tanzanie, notamment Dar es Salaam. Comment est-ce qu'on peut dire que, même s'il y a une crise bien connue liée au conflit en Iran, comment est-ce qu'on peut comprendre que le prix à la pompe est plus élevé à Nairobi qu'à Kampala? C'est ça que les gens ne comprenaient pas. Mais je le disais, le gouvernement a été obligé de reculer et maintenu les prix qui étaient en place avant la crise en Iran. Et donc, il y a tous ces problèmes qui sont liés, des problèmes de souveraineté. Et les opposants kenyans, les activistes kenyans, pensent que le gouvernement veut profiter de la crise actuelle pour faire ce que lui dictent les puissances étrangères. Ils ne pensent pas que c'est l'initiative même du Kenya de hausser les prix pour des problèmes justement liés à l'économie, à la conjoncture. Ils pensent tout simplement que les décisions lui sont dictées par des partenaires internationaux ou même les institutions de Bretton Woods. Les Kenyans pensent que ce n'est pas William Ruto et son gouvernement qui prennent les décisions, mais que c'est plutôt des partenaires internationaux qui lui disent augmenter les prix ou baisser-les. Je ne sais pas si cela est vrai. Mais si ça devait être vrai, ce serait très grave. Et je reviens à la question initiale, est-ce que les pays africains sont réellement indépendants? C'est une question qui est régulièrement posée. Vous savez, depuis les années 60, où la plupart des pays africains ont acquis leur indépendance, les pays africains ont continué à recevoir les directives de leur ancienne puissance coloniale. C'est le cas, par exemple, de ce qu'on a nommé la France-Afrique, des pays qui ont été colonisés par la France essentiellement, les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais pas que. Mais il y a également d'autres puissances qui n'ont jamais eu de colonies, mais qui s'ingèrent justement dans ce mouvement et qui dictent leur desiderata aux pays dits indépendants en Afrique. C'est donc pour cela que nous avons voulu parler de ce sujet-là, parce que le Kenya est un exemple parlant. C'est un pays, normalement, qui a toutes les potentialités. Le Kenya est un pays économiquement prospère. Je parlais du port de Mombasa, mais il y a également d'autres atouts énormes. Le Kenya renferme du pétrole sur son territoire. Je parlais dernièrement
d'initiative qui a été prise par les États de l'Afrique de l'Est de construire une raffinerie de pétrole pour faire face justement à cette crise liée au conflit en Iran. Et donc, la raffinerie qui va être construite en Tanzanie mais va raffiner du pétrole produit en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, mais également au Kenya. Et le Kenya figure parmi les pays qui ont pris cette initiative, louable d'ailleurs. Donc, c'est un pays économiquement prospère, mais on ne comprend pas qu'un tel pays, justement, puisse se mettre volontairement sous le joug des puissances étrangères. C'est pour cela que nous avons amené ce sujet aujourd'hui. C'est qu'on ne comprend pas. C'est que les Kenyans ne comprennent pas, justement, puisqu'ils ont manifesté contre non seulement la hausse des prix du carburant, mais également cette idée qu'a eue le président William Ruto d'installer sur son sol un centre de quarantaine pour des gens atteints du virus d'Ebola, pas des ressortissants kenyans, mais des ressortissants d'un pays étranger. Et là, justement, les Kenyans ne lui permettaient pas. Et moi, je n'ai pas compris comment il a osé défendre cet accord le jour même où on célébrait Madaraka Day, ça veut dire le jour de l'indépendance nationale. On va voir comment les choses vont évoluer. Mais vous savez, le Kenya est un pays quand même où les principes de la démocratie sont plus ou moins respectés. Vous avez entendu que la justice a bloqué l'accord signé entre le Kenya et les États-Unis d'Amérique, mais il y a également les opposants qui expriment leur point de vue, notamment un certain Rigathi Gachagua qui a été l'année dernière destitué de son poste de vice-président. Donc c'est quelqu'un qui avait été élu en même temps que le président William Ruto en tant que vice-président, mais les divergences entre les deux hommes ont fait que les députés de la majorité, les sénateurs, ont décidé de le destituer dans le cadre de cette procédure d'impeachment. Et donc, lui, maintenant, comme il est dans l'opposition, après justement cet acte de le destituer, il n'allait pas évidemment soutenir la position de son ancien président, puisqu'il était vice-président de William Ruto. Maintenant, évidemment, il critique tout ce que fait le président. Mais dans ce cas d'espèce, justement, il a raison. Il a raison et il critique ouvertement. Il a critiqué dernièrement non seulement cette décision d'installer un centre de quarantaine sur le sol kenyan pour les ressortissants américains, mais également cette idée de délocaliser les festivités de l'indépendance nationale dans la ville de Wajiri. Là, je ne l'ai pas compris, mais il critique tout, Rigathi Gachagua. Ce que je voulais dire aujourd'hui, je ne veux pas m'éterniser dans ce sujet. Ce que je voulais dire aujourd'hui, je posais une question simple. Est-ce que les pays africains sont réellement indépendants? Et là, justement, on revient en Afrique de l'Ouest. On va en parler demain avec surtout la tournée que vient d'effectuer le nouveau président béninois, Romo Wardani, dans les pays du Sahel. Ce sera le sujet de ce jeudi. Mais je voulais dire que les pays du Sahel, les pays composant maintenant cette confédération de l'Alliance des États du Sahel, ont tout compris. Je suivais le capitaine Ibrahim Traoré hier également, qui justement parlait de ce sujet-là, de la souveraineté nationale, en évoquant essentiellement l'héritage de Thomas Sankara. Peut-être on va en parler demain. Mais ce que je voulais dire, c'est que les pays composants
l'Alliance des États du Sahel ont compris que les États africains ne sont réellement pas indépendants. Et c'est pour cela qu'ils font tout pour essayer de retrouver leur souveraineté, avec peut-être des moyens qui sont discutables, ou peut-être que tout le monde ne partage pas, mais au moins l'objectif réel. Il y a des gens, il y a des Africains qui se mettent sous la dépendance de leur ancienne puissance coloniale. Et ça, vraiment, c'est dommageable. J'ai pris l'exemple du Kenya. Je peux prendre un autre exemple, mais le Kenya, justement, avec ses potentialités, avec sa situation géostratégique, c'est un pays qui devrait normalement s'imposer. Ce n'est pas un pays qui devrait subir les directives venues d'autres puissances. Et voilà. Chacun peut se faire une opinion, bien évidemment. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir une même opinion. Mais ce que je veux dire, c'est que nos pays africains devraient tout faire pour s'imposer sur la scène internationale, souverainement, chacun ayant les mêmes droits sur un pied d'égalité avec tous les pays du monde. On ne va pas continuer à faire ce que veulent d'autres pays, d'autres puissances. On ne va pas continuer à s'aligner soit du côté de l'Occident, soit du côté de l'Orient pour pouvoir exister. Il faut que l'Afrique s'impose. Et là, comme je le dis souvent, l'Union africaine devrait y jouer un rôle majeur. Pour l'instant, l'Union africaine n'est pas considérée comme n'ayant pas une existence réelle. C'est une Union africaine qui ne fonctionne pas, qui ne remplit pas sa mission première. Et donc, cette organisation panafricaniste devrait normalement piloter tous les projets allant dans le sens de la souveraineté des pays africains. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons donc parlé du Kenya, mais on peut parler d'autres pays. Il faudrait que les pays africains apprennent à acquérir leur souveraineté et leur indépendance réelle. Donc, on a donné tout simplement l'exemple du Kenya avec cette cérémonie de commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance nationale. Et on voit bien évidemment que le Kenya se met toujours sous la dépendance d'autres puissances, alors que c'est un pays qui devrait être réellement, pleinement souverain. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.